Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec le docteur Hugues Cartier, dermatologue et directeur scientifique de l'IMCAS, un congrès international de renom qui est dédié aux procédures médicales et chirurgicales esthétiques. Un entretien que nous avons enregistré en décembre dernier dans une brasserie de la Place Maillot, à 2 pas du Palais des Congrès. Ensemble, nous parlons de dermatologie, du bashing que les médecins qui pratiquent l'esthétique subissent, des tendances 2026, IA et longévité en tête, des nouveautés qui s'imposent et de celles qui font long feu, de ce que le docteur Cartier fait et pourrait faire un jour pour conserver une apparence physique qui lui convient, de beauté bien sûr, d'éthique et du plaisir de transmettre. Micro. Bonjour docteur Hugues Cartier et merci d'accepter cet entretien. Vous êtes médecin dermatologue, directeur scientifique de l'IMCAS, qui est un congrès de renom dédié aux procédures médicales et chirurgicales esthétiques, vice-président de la Société française de médecine esthétique. Vous avez le temps de continuer à exercer? Bien sûr, c'est obligatoire pour garder les pieds sur terre. C'est indispensable. Et je suis prêt presque à tout abandonner pour rester médecin. Parce que c'est essentiel et on se nourrit de ça. J'adore apporter mes idées à l'IMCAS, à la Société française de médecine esthétique, créer, j'aime bien, mais sans exercer, on peut pas se nourrir. Donc c'est obligatoire, ouais, ça fait partie de mon métier et je reste jusqu'au bout. Après, la retraite arrivera un jour, mais oui, bien sûr, c'est mon premier métier et je l'exerce effectivement, on va dire 5 jours sur 7. Ah, quand même. Oui, 5 jours et demi même. Ouais, voilà, presque 6 jours parfois. Ouais. Et après la nuit ou le soir, c'est alors c'est peut-être un peu monoculture pour certains, mais moi je suis passionné de ce que je fais et j'ai pas de problème à dire que le marathon c'est pas ma tasse de thé, et que pour moi exercer la médecine et créer des congrès ou en tout cas apporter sa pierre à l'édifice de l'éducation médicale, pour moi c'est naturel, c'est bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir dermatologue? Ah, c'est une bonne question. Ça pourrait commencer par une psychothérapie de soutien. Non, mon père était dermatologue. Ah. Mais à l'internat, au début, bon, d'abord, je voulais faire... C'était évident, en fait. Non, pas du tout. Non, j'avais hésité entre psychiatrie. Je trouvais ça passionnant dans les bouquins. Après, dans la vraie vie, je trouvais ça un peu plus compliqué. Et puis après, les gynécos, j'aimais bien parce qu'il y a l'hormonologie, il y a la chirurgie. Mais bon, il y a beaucoup de filles en gynéco. Je trouve que voilà, la dermato, c'était sympa parce qu'on voit aussi bien les enfants, les adultes, on voit toutes les générations. Ouais. Et puis c'est à la fois intellectuel et manuel. Et j'avais hésité aussi à la chirurgie, j'étais passé un petit peu partout. J'aimais bien la médecine tropicale aussi parce que je suis allé faire un stage en Guyane. Donc oui, alors c'est vrai que mon père était dermatologue, mais ma mère était docteur en histoire. Elle était docteur aussi d'ailleurs. Ça énervait mon père de temps en temps parce que il y avait 2 docteurs à la maison. Mais oui, non, bien sûr. Mais mon père, il était, je pense, très fier. Et il a été un bon fondateur de l'International Society of Dermatology Surgery, la FCDCE, qui a été créée en même temps que la SFME à l'époque. Et donc c'était quand même assez intéressant. Je pense qu'il est fier là où il est maintenant, mais il trouve que je pars un peu souvent. Enfin, il trouvait que je partais beaucoup, mais il m'avait dit à l'époque, tu sais, pour apprendre, faut voyager, faut se nourrir des autres. Et donc si tu le fais pas, tu risques pas de péricliter, mais tu risques peut-être de t'ennuyer. Et là, je pense que vraiment je m'ennuie pas. Ouais. Et alors, vous faites davantage d'esthétique ou vous conservez une pratique de soins? Alors c'est souvent un peu étonnant quand je réponds ça parce que quand tu diriges les directeurs scientifiques avec Sébastien Garçon de l'IMCAS et que tu expliques que tu vas à la prison, qu'à l'hôpital tu fais les escarres et les ulcères de jambes, c'est assez loin de l'injection de botox et d'acide hyaluronique. Et c'est assez loin de l'esthétique. C'est carrément pas de l'esthétique. Enfin, même si un ulcère, bon, nous, moi, je trouve ça joli, mais bon, c'est un point de vue comme un autre. Je pense que l'esthétique, pour moi, c'est comme pratiquer, c'est une médecine. Ça doit être fait par des médecins. Et il n'y a pas de raison. Le beau en dermatologie, c'est une vaste question. Tu peux pas mettre au même niveau quelqu'un qui a un cancer avec un mélanogramme et des métastases, et puis celle qui vient pour une ride. Il est évident que c'est pas le même degré de gravité. Mais quand on regarde les échelles de qualité de vie, je veux dire, quelqu'un qui a un psoriasis complet, est-ce qu'il vient me voir parce que c'est un psoriasis? Il vient me voir parce que c'est pas beau, parce que ça le gêne, c'est moche. Alors effectivement, il me dit, voilà, j'ai des patients qui ont des cicatrices d'acné, j'ai des gens qui ont plus de cheveux, ils sont aussi malheureux, ça fait partie, c'est difficile cette ambiguïté, et je trouve que mais les Français, ils aiment bien faire une espèce de partition en disant, voilà, toi tu fais ça. On aime bien nous mettre dans des cases, et moi je trouve que ça a pas lieu d'être en dermatologie, ça fait partie d'un tout. On fait de l'allergologie, on fait de la phlébologie. Alors après, bien sûr, il y a des pôles d'excellence, il y a des confrères qui veulent faire
C'est-à-dire que le psoriasis, qu'au biothérapie, moi j'en fais à l'hôpital, je n'ai pas de problème à dire que au cabinet médical, on fait beaucoup de laser et on fait de l'esthétique. C'est mon activité, c'est 30%. Mais le reste, c'est de la cancéro. Moi, j'opère tous les jours de la cancérologie. Et je trouve ça normal, mais je fais aussi de l'échographie cutanée, on fait de l'OCT. Voilà, c'est un tout. Et je pense que il ne faut pas nous rentrer dans les cases. Ouais. Voilà. Et alors, vous avez l'impression que vous, parce que ça c'est quelque chose qui revient d'autant plus dans mon podcast Injonction et Bistouri, que les patientes qui viennent plutôt vous voir pour un acte esthétique, elles le font parce que elles ont une pression, elles subissent des injonctions, ou est-ce que finalement... En fait, chacun organise son mode de consultation comme il veut. Moi, je suis d'abord dermatologue, et les patients, ils viennent pas me voir forcément toujours pour un acte esthétique. Bien sûr, avec l'âge venant, parce que voilà, je suis ancien, l'expérience parle que j'ai des patients qui viennent directement pour les actes esthétiques ou laser, et puis il y en a d'autres qui viennent au détour de la consultation pour une surveillance de mélanome, pour surveillance de grains de beauté plutôt, surveillant d'autres choses, faire un check-up, et voilà, et c'est à l'occasion, alors parfois c'est un peu par timidité, ils ont un peu peur que je dérange, mais je dis, vous savez, on est quand même, on n'est pas des prestataires de services, on est quand même des médecins, mais on est quand même des prestataires de services, on est là pour répondre à des questions, et on m'a toujours enseigné je suis pas là pour juger les gens, alors je suis assez taquin. Alors c'est vrai que la consultation, bon voilà, parfois je dis, on va pas se noyer dans une cuillère à moka, enfin ce n'est qu'une ride. Ouais. Mais parfois, on voit des gens de plus en plus jeunes, et c'est difficile, le discours avec les jeunes, peut-être qu'il y a le décalage par rapport à moi, mes enfants, mais effectivement, j'ai pas de problème à dire, oui, mais si vous voulez me parler de vos rides, parlez-moi de vos rides. Ouais. C'est très bien, on peut discuter, mais on aura toujours une position dermato de prévention. Ouais. Voilà. Moi, quand je vois des patients avec des taches, des lentilles solaires, bon, une première abord, c'est cancer. Quand elles me disent, parlez-moi de mes rides, mais je dis, mais les taches quand même, d'abord, les taches, c'est quoi? C'est une indication que votre peau est en train de photo-vieillir. Donc, ça se traite, ça s'évalue. Et puis après, écoutez, on verra peut-être les rides, mais il y a toujours une notion de privilégier d'abord l'importance médicale, et l'esthétique vient avec, mais pour moi, c'est un tout. C'est ça que j'ai du mal parfois à faire comprendre à certains médecins qui disent, ouais, mais l'esthétique, c'est pas bien, c'est la vraie médecine. C'est quoi la vraie médecine? À partir du moment où on la pratique correctement, avec une certaine morale, une certaine éthique, je vois pas où est le problème. Je vois franchement, il n'y a pas de problème. Oui, en fait, c'est ça, c'est encore tabou quand même. Alors, est-ce que le tabou, il est aussi parce que c'est des soins qui coûtent cher, des traitements qui coûtent cher? Oui, mais alors les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. On va pas les chercher avec une pancarte, donc venez chez moi. Mais non, je pense pas qu'il en ait besoin de se justifier. Pourquoi se justifier? Bien sûr, aujourd'hui, il y a une espèce de bashing contre les médecins esthétiques, contre les dermatos, contre les chirurgies. C'est mal. Mais il faut arrêter de nous donner cette impression qu'on est des mauvais médecins. On soigne les gens. L'UNESCO, enfin, il y a des choses, c'est bien-être dans un corps bien fait, bien-être, c'est pas que le surêtre, c'est pas que d'être beau, mais qu'est-ce que c'est la beauté aujourd'hui? Quand on voit la beauté transformée, ça me fait un peu peur. C'est quoi pour vous d'ailleurs la beauté? Quelqu'un qui a une adéquation entre sa tête à l'intérieur et sa tête extérieure. Cocteau, il disait, les miroirs, ils devraient réfléchir avant de vous renvoyer l'image que vous avez de vous. Alors, on est peut-être dans un monde un peu trop narcissique, d'accord? Mais je suis pas là pour juger les patients. Quand vous avez quelqu'un qui a 50 ans, qui a été bourré de taches solaires, etc., je lui dis, c'était bien vos vacances au soleil. Au moins, c'était bien. Maintenant, il faut faire attention. Voilà, informer sans faire peur. C'est trop facile de juger les gens. Moi, je suis pas du tout dans cet acte de censure du patient. Je considère que on doit lui dire la vérité. Mais après, c'est lui qui prend ses décisions. Bien sûr, on peut pas toujours tout dire à tout le monde. Oh, ça, c'est vrai. Et pas toujours répondre oui à toutes les demandes. Non, dans l'esthétique, de toute façon, les injectables, tout ça, c'est plus difficile, c'est de dire non. Parce que c'est toujours possible. Alors bien sûr, quand vous dites non, est-ce qu'on vous prend pour un nul? Oui, j'explique que je suis peut-être mauvais, mais c'est pas grave, mais je vais pas le faire quand même. Mais j'ai la chance d'un... Plutôt que vous ne savez pas le faire ou que la personne n'en a pas besoin à votre... Non, je dis qu'elle n'en a pas besoin, que je vois pas l'intérêt. En fait, j'ai toujours, vous savez que on doit donner une information claire et loyale. À la fin de la consultation, très souvent, je dis, est-ce que mon information, elle était claire? Est-ce qu'elle était loyale? Et les patients, s'ils ont encore des questions, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me dire? C'est important. C'est pas le devis avec un bout de papier et puis 12 milliards de pages à signer. C'est d'abord une discussion avec le patient. Parce que moi, je leur dis, vous savez, vous me jugez, vous m'évaluez, mais je fais pareil avec vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et après, par contre, est-ce que j'ai confiance en vous? Je leur dis, est-ce que je sais pas si je dois vous faire confiance? C'est une relation qui est médicale. Nous, les médecins, on est des grands naïfs. On sait pas toujours pourquoi. Vous savez, moi j'ai fait de la médecine tropicale, le patient il venait avec sa syphilis et il disait je trompe pas ma femme. J'ai dit il me ment, mais il me ment à lui ou à moi? D'accord, quand j'ai une patiente qui est toute bouffée qui me dit je fais pas d'injection ou qui a des poches malaires, on dirait un droupier, elle me dit
je crois que j'ai pas fait d'injection. Ah bon, bah moi je prends mon échographe, je dis mais madame, vous avez fait des injections. Donc vous me dites pas toujours ah bah oui, vous avez un peu de Gore-Tex, ah oui, vous avez fait de la silicone il y a 30 ans, ah en Turquie il y a 15 ans, il y a 10 ans. Ben voilà. Et donc tout ça, ça nous permet de dire c'est pas un climat de suspicion qu'on doit installer entre le patient, mais il y a une petite glace qui s'explique que c'est pas mon ami. Et que je suis d'abord médecin, qu'on fait un diagnostic médical, j'insiste, parce qu'aujourd'hui tout le monde nous donne ses avis sur tout et n'importe quoi, sur Instagram, etc. Et que j'ai rien à vendre au départ. Mais après, chacun fait comme il veut. Je comprends qu'il y a des centres d'esthétique où, quand tu rentres, tu y vas pourquoi ? Si tu vas voir dans un centre purement esthétique, tu vas pas pour aller boire le café. Avec Docteur Cartier, je t'offre pas le café, mais tu vas peut-être discuter autre chose. Mais sa patientèle, on l'a fait aussi à sa manière, à sa mesure. Pour en revenir à l'INCAS, c'est quoi votre rôle ? Un rôle de dingue. C'est-à-dire ? Un rôle de dingue. Déjà, il faut aimer le jet lag, il faut aimer travailler la nuit, parce que voilà, entre Sao Paulo, Bangkok, Paris, la Chine, l'Inde parfois, c'est la relation humaine que tu peux développer. Et puis moi j'ai beaucoup parlé en congrès, je parle encore, mais finalement même à l'IMCAS, je fais 1 ou 2 topos et je laisse parler mes copains. Je parle plus à l'étranger quand je suis invité que je ne parle dans les propres congrès que j'organise, parce qu'on est là pour mettre les confrères en avant. C'est ça qui est passionnant. Pour mettre quoi ? Des techniques, des protocoles ? Oui, tout. C'est pour mettre, parce qu'en fait, c'est les médecins qui viennent. Ils cherchent quoi ? Ils cherchent à découvrir des nouveautés, des tendances, ou plutôt à s'informer sur la possibilité de faire évoluer leur pratique de la. Mais c'est un tout. Il faut imaginer que là, l'IMCAD, quand Benjamin Hacher a créé il y a plus de 25 ans, moi je suis dans la direction de la coordination depuis 2019 avec Sébastien Garçon qui est chirurgien plastique. Donc on est deux, loin des twins, on est les deux jumeaux. Voilà, on est très soudés parce que on se fait confiance mutuellement. On a pris une équipe de dingue qui travaille avec nous. Il y a quand même 40 personnes qui travaillent en permanence. Et il faut imaginer, voilà, t'as le monde de l'esthétique, de la chirurgie qui veut parler dans les congrès. Alors bien sûr, parfois on fait plaisir, parfois on fait pas plaisir. C'est ce qui est le plus difficile, c'est de se dire maintenant cette année je t'invite pas. Le rond de serviette n'est pas obligatoire à l'INCAS. C'est ça on essaie de renouveler pour pas comme à la SFME, avec le comité scientifique, Alain Butnaru, Jean-Jacques Deutsch, Yvon Perria, Thierry Fusade, Fanny, voilà, et bien sûr Jean-Jacques Legrand. Laisser s'exprimer des gens qui ont des choses qui vont faire évoluer leur pratique. Mais on se nourrit des autres. Bien sûr que les Brésiliens pensent qu'ils ont inventé la médecine esthétique avec Ivo Pitangui il y a 40 ans. Bien sûr que les Coréens, le K-beauty, c'est complètement dingue ce pays-là. C'est un tout petit pays, mais c'est une source d'inventivité. Les Américains, c'est la force de frappe phénoménale. D'accord, c'est les nouvelles tendances, les nouveaux médicaments parce que le marché il est là. Mais après, et puis t'as l'Europe qui est là, qui essaie de travailler correctement, qui sait le faire savoir. Et c'est un petit problème en Europe. On a toujours un peu cette timidité de faire savoir. Mais il faut savoir, on est super bon en Europe. On est super bon. Les Italiens sont hyper inventifs, les Espagnols sont super modernes. Mais voilà. Donnez des exemples. Alors, ça veut dire quoi ? Inventif. Qu'est-ce qu'on a de bon ? Qu'est-ce qu'on fait de bien au niveau de la médecine esthétique ? D'abord le diagnostic, l'imagerie médicale, le scanner de la peau, l'échographie, tout ça c'est apporter de la donnée scientifique. C'est pas le pinceau, c'est pas Van Gogh. Moi quand je vois un médecin qui dit avec sa petite aiguille, il regarde le patient comme s'il avait été un sculpteur. Bon, là, ça me laisse un petit peu, j'ai un petit goût amer, mais je me dis, bon, je suis pas sa chose, quoi. Voilà. Non, c'est apporter la connaissance de la peau, la physiologie. On apprend plein de choses sur les nouvelles tendances, le microbiote, quelle influence finalement des exposomes, de l'environnement extérieur pour améliorer la technicité de la peau. Après, la technicité des lasers, les nouvelles générations de lasers qu'on peut associer ensemble, savoir quel impact ça va avoir, les effets préventifs de ces lasers-là sur le rajeunissement. Ça, on est d'accord pour revenir en arrière, mais aussi pour prévenir toutes ces lésions précancéreuses, etc. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais le photovieillissement, c'est pas que des rides. D'accord? Après, les nouvelles tendances venues de l'extérieur, voilà, en Colombie, c'est les gros popotins. Ok, en France, ça l'est pas trop. En Corée, au Japon, ça l'est pas du tout. On fait d'autres choses. Mais quand tu regardes au K-beauty, comment ils se maquillent, comment ils se traitent, les cheveux, la Turquie, voilà, bon, c'est des pays qui sont très innovants. Les troubles de la pigmentation, on se nourrit aussi des pays du Maghreb, les pays africains, les pays brésiliens, l'ATAM. Et puis t'as le Chilien, qui est un Européen, parce que son teint est la plupart du temps quand même beaucoup plus clair que le Brésilien, et il va en avoir plein d'enseignements parce que la climatologie est pas la même si on est au courant de tout aujourd'hui, eh bien, vont aussi se débrouiller pour être inventifs, les peelings combinés, des nouvelles technologies qui s'intriquent ensemble. D'accord? C'est rare de réinventer le monde. Bon, d'accord, t'as des gars comme Rox Anderson qui, depuis 40 ans, crée les lasers pour les dermatologues, comme Gene Carruthers, qui a
par un hasard, a mis au point la toxine botulique dans les rides frontales parce qu'elle était allée apprendre à traiter la diplopie dans les années 70 à Los Angeles, alors qu'elle est canadienne. Jean Carruthers, le nombre de médecins qui peuvent se mettre à genoux devant elle. Elle vient à l'INCAS parce que, d'abord, ces médecins, ils sont super humbles. Voilà, quand tu discutes avec eux, tu dis, mais attends, elle a rendu riche 1 milliard les laboratoires, les médecins, et voilà, et le juste redire des choses, c'est aussi de les encenser, aussi de les mettre à l'honneur. Voilà, moi, j'ai pas l'impression de réinventer la médecine, j'ai l'impression de la proposer au monde. Voilà, on vous offre la possibilité de vous ouvrir l'esprit, d'apporter la curiosité et la discussion. Et vous, il y a des trucs qui vous ont inspiré justement dans votre pratique de certains pays? Ah mais bien sûr. Oui, mais après quand je rentre au cabinet, moi, le rajeunissement génital, j'en fais pas. Je suis dermato. La transformation physique des transgenres, j'en fais pas. Je suis au courant. C'est aussi, mais en tant que médecin, tu dois être aussi curieux. Si tu restes que dans ta hyper spécialisée, forcément, je comprends, les orthopédistes, il y en a, ils font que le genou, que la hanche. Le dermato, il doit aussi se nourrir du trouble de la cicatriation, connaître peut-être les dernières technologies chirurgicales pour les adapter et de dire, madame, peut-être qu'aujourd'hui, mettre des fils, moi les fils, j'ai arrêté il y a 10 ans, je pense qu'il y a des gens qui le mettent très bien. Moi, j'ai pas toujours compris la technique. Les greffes de cheveux, j'en faisais, j'ai arrêté parce que des gens sont bien plus performants que moi. Mais il y a de nouvelles molécules. Et comment intriquer tout ça, comment protéger aussi le patient. Il faut protéger aussi le patient parce que voilà, il y a des gourous qui pensent qu'ils inventent la médecine. Donc, vous commencez à avoir des pépins sur des patients parce que vous avez proposé des techniques, des procédures qui étaient peut-être un peu volées. On n'est pas des têtes brûlées. L'éducation, c'est des médecins, c'est aussi leur montrer que voilà, on n'est pas. Il faut faire attention aux patients. On va faire n'importe quoi. Voilà, et on essaie. C'est important d'ailleurs la place de l'INCAS aussi. C'est que dans le monde esthétique, c'est superfétatoire, on y va, c'est les congrès grosse bouche. L'INCAS a su prouver quand même depuis quelques années, Benjamin avait été exigeant là-dessus, ça n'a jamais été le show-off. Il y a des congrès, c'est très show-off. L'INCAS, et aujourd'hui on le voit depuis 5-6 ans, tous les médecins, tous les laboratoires disent l'INCAS, c'est hyper sérieux, c'est vraiment, on discute la science, et je pense que les médecins, on doit être aussi garants entre nous de dire non mais là, mon coco, là, ce que tu fais, c'est peut-être un peu dangereux quand même. Est-ce que tu apportes la preuve? Alors, le problème de l'esthétique, c'est il y a la preuve scientifique, les études cliniques, etc. Alors ça le fait beaucoup. Non, les études cliniques. Non, les études cliniques, c'est beaucoup dans la toxine botulique parce que c'est un médicament surrogatoire. De plus en plus pour les fillers, un petit peu pour les lasers. Mais il y a un truc, tous les médecins, par exemple, les médecins dermatologues, qui vous comparent par rapport aux biothérapies, aux nouvelles générations de traitements, ils disent oui, mais vous faites pas assez d'études. Je dis oui, mais les problèmes des études, c'est que ça coûte très cher. Quand t'as un laboratoire comme Lilly, Sanofi qui fait des études cliniques, c'est pas le médecin qui fait l'étude qui le paye. Faire une étude clinique, c'est 300, 500, 4 millions d'euros. Un médecin tout seul, alors on peut faire des études, mais souvent je discute avec des professeurs parce que dans l'INCAS, on a des professeurs qui font partie du board, qu'on a amené, que je suis allé chercher, qui m'ont dit non mais l'INCAS, c'est pas pour moi. Et puis quand ils voient les projets qu'on a créés en quelques années, l'académie, voilà, tout ça, ils se disent ouais, on y croit à ton truc. Et puis en plus ils disent mais on a une liberté de pouvoir créer, on n'est pas engoncé dans ce côté je sais pas, c'est bien, c'est pas bien, on a la liberté de créer ça. L'INCAS, franchement, tant que c'est la science, le sérieux, ça marche. Donc c'est pas que un gros marché parce que aussi tout. Bien sûr que c'est un gros marché. Voilà, il faut qu'on fasse non mais il faut qu'on fasse de l'argent. Bien sûr que c'est business, mais tout est business. Mais tu peux le faire à la façon de. Tu peux apporter une vraie pierre médicale. Et je pense que ce qu'on fait, et quand je vois les médecins qui sont souriants, sont contents, qui impriment. Bon, le problème, c'est qu'à l'INCAS Paris, c'est complètement dingue parce que t'as plus de 330 sessions. Il faut imaginer qu'on va gérer plus de 1000 orateurs. 1000 orateurs, tu te rends compte? C'est 2 ou 3 fois plus que tous les congrès dans le monde entier. Alors, bien sûr, quand t'as pas le micro, quand t'es pas là, personne te dit, mais moi, je voudrais parler, Hugues. Mais je dis, mais tu sais, les gens qui veulent tenir le micro, j'en ai plein. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment que tu m'apportes quelque chose. On a reçu, je crois, plus de 3700 abstracts. On a des reviewers, on a des boards scientifiques. Alors bien sûr, on est ce qu'en disant un summit de congress qui fait de l'argent. Oui. Mais le ADV fait de l'argent, l'AAD fait de l'argent. Oui, c'est pas forcément un gros mot. Et c'est pas un gros mot. Et de toute façon, sans le laboratoire, tu peux pas. Et puis apporter des stands qui soient luxueux, c'est bien. L'INCAS, que ça soit un peu luxueux, on n'est pas obligé de faire dans le misérabilisme. Voilà, on peut faire joli, propre, agréable à voir. Voilà. Alors quelles sont les tendances là en 2026 à l'INCAS? Il y a des parce qu'on a parlé pendant longtemps, c'est la prévention, après c'était la préjuvénation, là c'est la longévité, on entend beaucoup parler des exosomes, on entend plein de trucs. Bon, les exosomes, c'est on va pas dire que c'est déjà passé, mais presque fini. Aujourd'hui, on a compris. Maintenant, la prochaine étape, c'est les mitochondries.
Bon, voilà, on va aller sur le moteur de la cellule, c'est la mitochondrie aujourd'hui. Donc, je pense que dans les années à venir, ça a été mieux. Après, l'exosome, faut pas le mettre à la poubelle, c'est pas vrai. Il y a des innovations, mais on est très freiné par l'usage qu'on en fait, parce qu'avec le FDA, voilà, en France, tu sais, aujourd'hui, il y a des non médecins qui injectent des exosomes, des fake injecteurs qui injectent ces exosomes. Et nous, on fait ça, c'est comme le PRP. Aujourd'hui, le PRP en France, on n'a pas le droit de le mettre dans les cheveux, en pathologie, on a le droit de le mettre dans l'orthopédie, dans tout ce qui est paramédical. Par contre, on peut pas le mettre dans le rajeunissement. Et alors que partout dans le monde, alors bien sûr, parfois t'as des gourous, tu vas en Asie, parfois t'as des mélanges. Tu dis, il y a une troisième oreille qui va me pousser là si ça continue. Mais en même temps, c'est nous essayer d'apporter les rigueurs, d'avoir le recul, à la fois la nouveauté et en même temps, moi quand on fait une session, j'essaie d'avoir une session avec la science. Qu'est-ce que dit la science? Les données réelles. Ouais. Et puis après, est-ce que c'est adapté à ta pratique de tous les jours? Est-ce que le lundi tu peux repartir chez toi et te dire que c'est possible de le faire? Et puis après la bonne surprise, tu te dis ben voilà, c'est la nouveauté. C'est des choses comme ça. C'est ça une bonne session. Et justement, c'est facile de garder ou compliqué de garder l'esprit critique parce qu'on sait très bien, moi ça fait longtemps que je suis ce milieu-là aussi, parce que il y a des nouveautés qui passent pas, elles passent pas l'année ou elles disparaissent assez vite. Donc comment on fait pour Comment on fait en fait quand tu fais une session, tu as une évaluation, on a des espions qui regardent un petit peu comment ça se passe. On évalue les médecins, c'est dur de s'évaluer entre nous, d'accord. Donc voilà, ça s'évalue et puis on regarde, puis il y a des modes qui marchent moins bien. Un exemple de nouveauté qui est passé rapidement. Non, enfin je vois. En fait, c'est plus par le danger. On a éliminé tous les fillers qui étaient permanents. Oui. D'accord, c'était à un moment, c'était la mode et aujourd'hui, on sait qu'il faut plus faire. Bon, après les lasers, par exemple, les lasers ablatifs, les vrais lasers de relissage, ça revient. Oui. Mais c'était quand même très agressif. Oui. Le peeling au phénol, j'en fais du peeling au phénol, c'est un peeling dermique. On considère comme profond, mais c'est d'abord un peeling dermique. C'est interdit en Allemagne. Au Brésil, ça a failli être interdit parce que des non-médecins faisaient n'importe quoi. Oui. Donc après, il y a des techniques qui peuvent être dangereuses et qui te mettent le patient en danger. Et donc à partir du moment où tu as une mise en danger du patient, c'est une technique qui peut être considérée comme aléatoire et dont la reproductibilité est aléatoire. À partir du moment où la reproductibilité est aléatoire, il faut se méfier, quoi. C'est pas au jugé, c'est pas au doigt mouillé que tu vas commencer à faire une technique. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle et l'échographie qui diminuerait les risques de problèmes quand on injecte de l'acide hyaluronique. C'est des techniques. C'est deux techniques, des deux choses différentes. Vous avez intégré. Oui, c'est nouveau, c'est ce dont on parle. Bien sûr, l'intelligence artificielle, on le vit tous les jours. Je pense que l'esprit de synthèse aussi est important. L'IA peut faire des très belles synthèses, mais aussi dire des mauvaises choses. Après, on voit une photo à l'IA en demandant qu'est-ce qu'on devrait corriger cette patient. Ce qui est génial, c'est que tu peux dire, on va uniformiser tous les patients, vont tous se ressembler. Mais tu peux demander aussi à l'IA de faire quelque chose de différent. Je pense on peut plus s'en passer aujourd'hui. Celui qui veut pas va être risque d'être à côté de la plaque. Ouais. Mais c'est une zone d'inspiration, je pense. Et après, il faut réfléchir parce que de toute façon, si tu fais marcher plus l'IA, ton cerveau, il va se ramollir. Ça, c'est clair, on le voit aujourd'hui. Non, l'IA, c'est un formidable outil à tout point de vue. Là, pour le diagnostic des cancers, pour dater la peau, on va se servir de l'IA et elle va nous dire, t'as une amélioration, t'as pas d'amélioration parce ça va faire des calculs bien trop rapide pour notre œil, même si on garde cet œil clinicien. Et donc je pense qu'aujourd'hui ça va être important pour s'en servir. Et après ça viendra. L'IA et la médecine de toute façon c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais celui qui a créé ChatGPT, il disait justement dans un reportage, il disait l'IA c'est très bien, mais l'IA et santé, je préfère quand même encore aujourd'hui avoir un médecin en face de moi pour me donner un diagnostic et pas qu'on me sorte d'un pourcentage en disant j'ai 5% de mourir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc l'IA c'est bien, c'est un outil. Voilà. Après, l'imagerie médicale, on rentre dans un truc. Que ça soit le CT, que ça soit l'ultrasonographie, que ça soit l'imagerie médicale, la dermoscopie. Aujourd'hui, même les médecins esthétiques devraient faire la dermoscopie aujourd'hui. Bien sûr, les dermatos, c'est leur truc, mais même les chirurgiens devraient faire attention et devraient s'en créer. Et avec l'IA, ça va aider. On va aider le diagnostic. Donc, je pense qu'il n'y a pas de frein là-dessus. Mais c'est vrai que l'imagerie médicale, et encore, on est qu'au début, parce que même tu as les laboratoires qui ont sorti des petits tests pour savoir l'élasticité de la peau, pour calculer la séborrhée, etc. Je pense qu'on va avoir des outils qui vont nous permettre d'apporter une certaine forme de données, des données fiables, et pas que au jugé derrière ta table en disant oui, vous avez la peau grasse, la zone mixte et la zone T, donc on va aller plus loin que ça, mais il va falloir se faire violence. Un peu, il faut que le médecin il rentre dans cette donnée parce que
les laboratoires qui font le check-up santé, là, qui te font des prises de sang pour doser le zinc, machin, etc. Bon, moi, je fais pas, je comprends que c'est important, le bien-être aussi. Bon, quand je vois le prix en Suisse de ces check-up santé, etc. Bon, après, c'est là où on vient à la longévité. Oui, alors, d'accord. C'est le dada, là. Oui, entre l'épigénétisme et la longévité. Ouais, c'est presque passé l'épigénétique par rapport à la longévité. Ah oui, mais c'est des gros mots, quoi. Mais bon, bien sûr, nous, on a des sessions longévité depuis maintenant 4 ans. On a mis des sessions de longévité. Je pense que c'est hyper important parce que ça fait partie entre la préjuvénation, traiter très jeune et prolonger la vie en étant en bonne santé. C'est une discussion aussi qui est holistique. Donc voilà, la longévité, c'est hyper important. En esthétique, dans ce milieu-là, c'est-à-dire quand on parle longévité, les gens, c'est surtout, ils veulent avoir l'air beau et jeune longtemps et pas forcément avoir un corps en forme. J'ai l'impression, mais non. Bah écoute, si on peut rester beau et jeune un peu plus longtemps, je dirais pas contre, mais bon. Bien sûr. Alors, est-ce que vous faites des choses? Là, j'ai fait un peu de Botox il y a une dizaine, 15 d'années, ça m'a amusé. J'ai pas fait beaucoup. J'enlève mes taches, j'enlève les adénomes sébacés. Bon, je suis pas encore prêt à me prendre du Mounjaro, des GLP-01. Je pense à un petit régime, mais quand t'as une épouse journaliste gastronomique, c'est dur de tenir la ligne. Et je suis gourmand. Non, mais si tu es bien dans ta peau et que tu te sens bien sûr que tu fais attention à ton corps pour vivre longtemps et pas faire un infarctus c'est parce que ça joue, bien entendu. Un corps sain, un esprit sain, mais l'esprit, ça va. Mon cerveau, il fonctionne très bien et je pense. J'oublie des choses, commence à oublier des choses. Mais voilà, le corps, c'est bien, c'est important, mais personnellement, j'en ai pas la demande personne. Et quand je me regarde dans le miroir, sauf peut-être les yeux, je trouve que de temps en temps, à l'IMCAS, quand ils me prennent en photo, je dis, tu peux pas gommer un peu, là, parce que franchement, j'ai l'air fatigué, mais parfois, à l'IMCAS, pendant le congrès à Paris, tu dors pas, quoi. Quand tu es à Bangkok, t'as le jet lag dans les dents, tu te dis, moi, comment je vais être en forme, et puis il faut que tu donnes le change. Et puis c'est stressant de recevoir plus de 20 000 médecins, dont gérer 1000 orateurs, t'as toujours un gag. Vous faites particulièrement attention à votre apparence physique? Non, dans ces cas-là, pas assez. Pas assez. Mon épouse râle, elle dit fais attention à toi. Mais j'ai pas envie de vivre dans une EHPAD à 90 ans en étant en bonne santé, m'ennuyant à mourir. La vie, j'ai envie de la manger maintenant. Là, c'est un peu l'homme pressé. Voilà, je faisais du sport, j'en fais moins maintenant. Mais aujourd'hui, oui, c'est important que je prenne peut-être, oui, à l'orée de mes 60 ans, effectivement, il faut que je passe peut-être un peu. Je commence à m'en rendre compte. J'ai l'impression que j'ai toujours jeune dans ma tête. La pression sur l'apparence physique, vous l'avez jamais vraiment? Oh, je la vis bien. Si, bien sûr que je me regarde, mais c'est mon jardin secret. Non, le regard, ça serait pas mal quand même. Je pense que le regard, faut que je fasse quelque chose. Et là, tu regardes le regard de tes parents et c'est bon parce que t'as la physiologie du vieillissement, puis t'as aussi le génétisme qui parle pour toi-même. Ouais, d'accord. Donc effectivement, mes arrière-grands-pères avaient des rhinophyma, tu sais, le nez qui se transforme. Ah, oui. Et là, je me dis, waouh, si je termine comme ça, là, je ferai parce que c'est trop. Mais déjà de commencer déjà un petit peu traiter, prévenir, ça c'est déjà important. Donc oui, bien sûr. Alors mes enfants, mon fils, mes 2 filles. Oui, ma dernière, quand elle avait 5-6 ans, elle est tombée, elle s'est fait une petite cicatrice sur la lèvre inférieure. Elle dit, papa, à 6 ans plus tard, tu me feras du Botox. À 25 ans, elle m'en parle plus. Ouais. Si elles font, elles le font. Pendant des années, elles ont dit. Ah non, les enfants. Oui, mais c'est trop facile. Oui, bien sûr, c'est trop facile. Si c'est dans un environnement qui est sain, avec des médecins qui sont raisonnables, dans un espace qui est dédié, fait avec sérieux. Je vois pas où est le problème. Si t'as confiance à ton médecin, ma dernière, on l'appelle Doctissimo. Quand je lui disais un truc, elle allait regarder en disant si est-ce qu'il me dit une bêtise ou pas. Et je trouve ça marrant parce qu'ils ont aussi besoin de se nourrir de leur propre expérience. Mes filles, elles ont fait des petits tatouages. Elles ont mis 15 ans à faire d'un petit tatouage. Ah oui. Papa, j'ai fait un tatouage. J'ai dit, tu fais ce que tu veux parce que elle me voyait en me disant, ouais, le tatouage, arrête pas de les enlever, etc. Donc elle disait, ça doit pas être bien parce que si les gens viennent enlever, parce qu'il y a des complications, des tatouages sont pas bien faits, des allergies, on va dire, ça va m'arriver des trucs. Après, mon fils, alors lui, jamais, il me dit, mais j'ai pas envie qu'il m'arrive un truc. Bon, bah voilà, le problème, il est résolu. C'est une question de personnalité aussi. Exactement. Alors, on va arriver à la dernière question. Vous aimeriez vieillir comment? Avec des petits-enfants. Mais c'est pas encore pour maintenant, je pense. Voilà. Non, vieillir, j'aimerais bien quand même que mon cerveau, il fonctionne jusqu'au bout. Bah, le physique, de toute façon, à un moment, ça va se ralentir, d'accord? J'aimerais pas qu'on me regarde avec un regard de condescendance en disant, ah, c'était un médecin, il faisait des trucs vachement bien. Je pense qu'il faut savoir aussi se retirer au bon moment, c'est pas facile. Non, j'ai le regard de mes patients qui
qui me remet ici tous les jours. Les patients, ils savent pas, 99,9% moi je suis uniquement sur LinkedIn, je suis pas du tout sur Instagram, TikTok, Snapchat, bon c'est pas, je pourrais l'être, mais si je le suis, comme je suis à droite, à gauche, on pensait que je suis jamais dans le cabinet alors que je bosse 5 jours sur 7, comme une mule au cabinical, parce que les dermatos, ça en manque, et que je veux continuer à faire la dermato clinicienne et la dermato allopathique et la dermato et esthétique. Pour moi, il y a pas de frontière, c'est la même chose, d'accord, on en a déjà discuté. Je suis désolé de dire que je suis heureux là tous les matins quand je me lève, je dis mais quel chance j'ai fait de ce métier-là. Et puis quand tu diriges avec l'équipe de dingue qui a l'IMCAS, qui te font confiance, les médecins qui vous font confiance quand on voit ce qu'on a créé, et puis Benjamin nous a mis le pied à l'étrier quand même, Benjamin Cher. Voilà, on se dit on pérennise le truc. J'ai vu des professeurs qui, après moi le déluge, n'ont pas voulu créer des successeurs, etc. Je trouve ça dommage. Moi, j'ai maintenant au cabinet médical, on est 12, équipe comprise. Je sais que quand je vais m'en aller, il y a des jeunes médecins qui sont là derrière, à qui je transmets. Ça fait partie de transmettre. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois ces jeunes docteurs. Là, on est maître de stage universitaire. Là, c'est tout nouveau. Bon, ça fait 30 ans que je suis maître de stage universitaire, mais pas officiel. Je trouve ça absolument génial. La confraternité, ça doit rester, ça peut-être un 20 mots, mais aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est essentiel et je me sens bien. Merci beaucoup, Dr Cartier, d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre approche de l'esthétique dermatologique. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram, Injonction et Bistouri. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.